responsable du service des publics du musée Unterlinden. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour cette très belle conférence sur la question de la restauration du retable d'Isenheim par Juliette Lévy et notamment naturellement la question de la sculpture à travers le retable d'Isenheim. Pour vous donner quelques indications pour que cette conférence naturellement se passe au mieux, je vous demanderai s'il vous plaît de bien vouloir couper vos micros. Nous avons un petit pictogramme en bas à gauche de votre écran. De la même façon, sachez que cette conférence est enregistrée, qu'elle sera rediffusée sur la chaîne YouTube du musée Unterlinden. Donc, pareil, pour des questions de protection de vos données, si vous ne souhaitez pas être filmé, coupez bien votre caméra, c'est important. Et de la même façon, et de manière bien plus bienveillante et confortable, je vous propose de poser vos réactions ou vos questions sur le chat de cette plateforme. C'est le petit pictogramme intitulé « Discussion » ou « Converser » selon votre formule Zoom. N'hésitez pas à poser vos questions, vos réactions sur ce chat et je me permettrai de les relayer en fin de conférence. Je vais laisser la parole maintenant à Madame Panchika de Pape, directrice du musée Unterlinden et conservatrice en chef également. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup, Sueva, pour ces données pratiques pour cette conférence. Donc, il nous est donné ce soir par Juliette Lévy, qui est la mandataire du lot 1 pour la restauration des sculptures du retable d'Isenheim. Donc, Juliette Lévy gère une équipe de 9 restaurateurs, restauratrices qui travaillent sur le support et sur la sculpture, enfin, à la fois aussi la polychromie. Et c'est elle qui travaille vraiment ardemment sur cette restauration avec une vraie volonté. Et je me souviens de sa première conférence qu'elle avait donnée tout à fait au début de la restauration des sculptures du retable, en disant qu'elle espérait que cette restauration permettrait aux visiteurs de comprendre, enfin, j'allais dire, que les sculptures faisaient bien partie du retable d'Isenheim, parce que beaucoup de nos visiteurs avaient tendance à l'oublier après avoir vu les panneaux peints et ils tournaient par la porte à gauche juste après les panneaux peints. Et je crois que cet objectif qu'elle s'était fixé va être parfaitement abouti, parce qu'elle va nous l'expliquer ce soir. Les découvertes sont vraiment fondamentales et assez exceptionnelles pour les sculptures du début du XVIe siècle du retable d'Isenheim. Donc je lui laisse la parole et puis donc nous lui poserons des questions après la conférence. Merci beaucoup, Juliette. Et c'est vrai que pour quelqu'un comme moi qui suis spécialisée en sculpture, quand on pose la question au public et qu'on leur demande quelle impression vous ont laissé les sculptures du retable, en général, ils disent toujours « les sculptures, je n'en ai pas vu ». Donc, effectivement, l'un des buts de cette restauration, c'est que les sculptures retrouvent leur identité et leur lien avec les panneaux peints, en dépit de leur… Tiens, je n'arrive pas à changer de… Ah. Excusez-moi. Bien. Oui. En dépit de voilà, elles sont au fond de la chapelle, et c'est vrai que souvent, on est si saisi par la beauté et on est très impressionné par les peintures qu'on sort de la chapelle sans voir ces fameuses sculptures. Or, le désintérêt pour les sculptures est tout à fait contraire à la conception du retable au XVIe siècle, où l'œuvre est conçue comme un tout, avec ses volets peints. Pardon, je ne sais pas ce qui se passe. Les photos filent d'elles-mêmes. Avec ses volets peints, ses sculptures et son couronnement que vous voyez ici. Cette structure qui surmonte la caisse du retable et qui a aujourd'hui disparu. Avec le couronnement, on pense que le retable faisait peut-être environ 8 mètres de hauteur. Vous en voyez ici sur ces gravures une proposition fictive imaginée par un historien de l'art, Joseph Arnest. À gauche, le retable montrant des volets peints, certains des volets peints, aucune sculpture. À droite, une autre ouverture où l'on voit les volets peints, d'autres volets peints en fait, à côté des sculptures. Selon la liturgie, 3 ouvertures, ou plutôt 3 modes d'articulation des volets étaient possibles. Je le répète parce que je l'ai déjà dit lors d'une précédente conférence, mais je préfère reprendre
c'est très important. Le retable fermé comme vous l'avez sous les yeux. Une première ouverture des volets qui est une ouverture intermédiaire, ou une autre encore, la dernière, offrant cette fois la vision des sculptures entre deux volets peints, visibles notamment lors de la célébration des grandes fêtes religieuses. Les sculptures avec l'image centrale de Saint Antoine, encadrée de Saint Augustin et de Saint Jérôme, occupaient donc vraiment le cœur du retable. Dans la prédelle, ici donc la partie inférieure, figuraient les apôtres entourant le Christ au centre. Et selon les dernières hypothèses, il est vraisemblable qu'entre 1512 et 1516, date de la création du retable, ce soit non pas le peintre, mais le sculpteur, Nicolas de Haguenau, qui ait reçu la commande du retable par l'intermédiaire de Guy Gers, que vous voyez ici, qui s'est fait représenter en donateur, qui était le précepteur de la commanderie des Antonins, d'Issenheim, non loin de Colmar. Et vous remarquez évidemment que Guy Gers s'est fait représenter en 3 dimensions. J'insiste, au pied de Saint-Augustin et tourné vers Saint-Antoine. Enfin, ça y est, même si les sculptures sont abritées aujourd'hui dans une caisse, c'est-à-dire cette partie-là, qui date des années 1930, elles constituent un ensemble exceptionnel dans les collections des musées de France, ne serait-ce que par leur expressivité et leur monumentalité, et elles ne sont pas assez connues. Il faut souligner aussi la haute qualité technique, la haute qualité technique de leur exécution dans le bois de tilleul qui est employé aussi pour les panneaux peints, sur l'écran, donc Saint-Augustin face et revers. Vous voyez ici que le relief n'est composé que de 2 pièces de bois. Celle-ci, il faut imaginer une grande pièce rectangulaire à disposition du sculpteur au départ, et une seconde qui devait être à peu près comme ça, qu'elles ont été collées toutes les deux avant la taille du sculpteur, et qu'ensuite, ce dernier a pris la précaution de coller une toile, une bande de toile, sur le joint d'assemblage, bande de toile qu'il a également collée ici parce qu'il y avait une fissure. Ce qui veut dire que le bois était déjà un peu fissuré, mais très peu. D'ailleurs, il est encore en très bon état. Il a très bien résisté au temps. Et en fait, le fait de peu d'assemblage, les assemblages sont une source de fragilité. Donc, en limitant leur nombre, on était sûr que les sculptures allaient se conserver de meilleure façon. Une campagne de restauration permet toujours de se livrer à l'étude très approfondie des œuvres, et je vais profiter de cet exposé pour vous montrer les sculptures sous des angles un peu cachés auxquels on n'a pas accès quand on visite le musée. Et je commencerai par les 5 reliefs de la prédelle. Une vue ici du dessous de la base. Pour l'instant, je ne m'intéresse qu'au débit du bois, pas aux traces d'outils. Et vous voyez ici les cernes annuelles concentriques qui montrent que le cœur n'a pas été éliminé, il est toujours présent dans ce bloc de bois. D'ailleurs, certaines fentes partent du cœur, ce sont des fentes radiales, mais elles sont peu ouvertes en général. En raison de la petite taille, dimension de ce bloc de bois, le cœur a été laissé en place. Et Aubert Gérard, l'un des collègues, les spécialistes du bois, qui fait partie de notre équipe, s'est amusé à placer tous les blocs sculptés des apôtres les uns à côté des autres dans l'ordre où ils ont en fait été sculptés, où le tronc d'arbre a été débité
vous voyez. Et on voit qu'ils viennent tous du même arbre, du même tronc, alors que le Christ, qui fait partie de la prédelle, lui, ne venait pas de ce tronc d'arbre. C'est assez amusant. Les traces d'outils maintenant. Au revers des blocs, on voit ici le bois brut de fendage, c'est-à-dire qu'il a simplement été fendu, il n'a pas été retravaillé à l'outil. Ici, une zone où le bois, enfin la tête, la chevelure est simplement ébauchée au ciseau, un peu à la gouge. Et ici, ces traces montrent que probablement, lorsque le relief a été placé dans le retable, dans la prédelle, il a été redressé, c'est-à-dire on a éliminé un peu de bois à l'outil, comme vous voyez, pour qu'il soit bien appliqué contre la paroi du fond du retable. Les traces d'étau, on sait que dans les pays germaniques, les sculptures étaient exécutées à l'horizontale, comme ici, dans des établis fixés par des étaux à chacune de leurs extrémités. Vous voyez ici. On avait recours à ce système à la fois pendant la taille du sculpteur et aussi, sans doute, pendant l'exécution de la polychromie. En tout cas, les sculptures étaient maintenues dans des étaux. Donc, il est intéressant de voir que sur le sommet de la tête de cet apôtre, on a cette cavité qui correspond au maintien dans l'étau ici. Et ici, sous la base, on a 3 cavités en forme d'amande qui correspondent à ce système, sauf qu'ici, l'étau avait 3 griffes. Il y a aussi 2 petites cavités ici, qui sont aussi des cavités d'étau, mais peut-être celles qui maintenaient la sculpture lors des étapes de la polychromie, en tout cas des premières étapes de la polychromie. Alors au début, je dois dire que j'étais assez étonnée par ces 3 traces, 3 cavités en forme d'amande. Et en regardant chacun des groupes d'apôtres, on voit que ces cavités sont présentes comme si elles avaient été toutes sculptées dans le même établi. Alors que le Christ, lui, a des traces d'étau différentes, 2 grandes entailles, 2 moyennes entailles, 3 petites entailles, qui montrent que le bois, ce bloc, a été changé 3 fois d'étau. Voici une vue plus grande pour comparer les 3 traces quand même assez intéressantes que je pensais assez rares. Et ces traces différentes, qui sont assez belles d'ailleurs. Et au fond, on ne sait pas comment fonctionnaient quel était le fonctionnement dans les ateliers. On ne sait pas si chaque sculpteur avait son étau, son établi, pardon, et son étau donc, ou bien si les artistes changeaient d'établi au cours de l'exécution des sculptures. Donc on ne peut pas savoir si le fait que le Christ n'ait pas les mêmes traces d'étau est lié au fait qu'il aurait été exécuté par un autre sculpteur. Et alors, donc, je disais que j'avais été étonnée de ces traces d'étau, mais vous voyez ici, il y a 1 mois, je suis allée à Guebwiller et j'ai vu ce petit retable de taille moyenne, en fait, plutôt que petit, qui représente une Sainte-Anne trinitaire, Sainte-Anne, la Vierge et l'Enfant, et que sous chacune des sculptures, on voit des traces d'étau qui sont triples, 3 cavités, mais cette fois en forme de triangle. Donc, c'est déjà assez proche de celle qu'on vient de voir. Et la semaine dernière, nous sommes allés à Strasbourg et dans les réserves, il y a cette sainte en bois de tilleul aussi, de la fin du XVe siècle, qui porte sur la tête la classique cavité, si j'ose dire, de l'étau ici, qui correspond à ça. Et sous la base, il y a 2 cavités, cette fois en forme d'amande, qu'il faut vraiment penser aux cavités qu'on a trouvées sous les apôtres de la prédelle du musée d'Unterlinden.
je vais vous parler un peu du Saint-Antoine. C'est une sculpture vraiment extraordinaire, très grande, plus grande que nature, puisqu'il est assis, mais qu'il mesure à peu près 1,60 m de haut. Vous voyez qu'il est dans le retable, il se présente sur ce trône. Or, ce trône est amovible, si j'ose dire, le voici, et repose sur un soubassement. Le tout est en bois de tilleul. Ici, vous voyez le profil de Saint-Antoine avec les reliefs plus ébauchés ici, et ici, cette partie qui a été masquée par le trône n'est évidemment pas sculptée et présente des cavités qui permettaient de loger les chevilles pour la fixation et l'assemblage au trône. Le Saint-Antoine, lui, est exécuté dans une grande bille de tilleul. Alors, cette fois, vous voyez que le cœur a été évidé, ce qui est très classique. Il a été évidé à la gouge. On voit ici très bien les traces de gouge au revers de la sculpture. Et ce qui est intéressant, mais qu'on ne voit pas très bien, parce que l'étiquette du musée d'Unterlinden, en fait, masque ce que je voudrais montrer. Je vais revenir sur la photo qui précède. Voilà, ici, on voit que le bois a un aspect un peu différent du reste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une pièce de bois qui est rapportée et qui est collée. Alors, j'ai oublié de dire que pourquoi le bois est-il évidé, c'est pour éviter les fentes, l'apparition des fentes, et pour permettre au bois de jouer très librement face aux variations hygroscopiques, variations d'humidité. Donc, oui, non, ici, je voulais montrer, le cochon est sculpté dans une pièce de bois qui est rapportée. Et pourquoi, en fait ? Puisqu'ils avaient la place de le sculpter dans l'habit de bois, je pense que c'est pour que son exécution soit parfaite, c'est-à-dire que le sculpteur ait accès avec son outil à tous les creux, à la fois ceux de la base de la robe, du bas de la robe, pour sculpter les plis parfaitement, et pour sculpter aussi le cochon de manière très réaliste, si j'ose dire, sous toutes ses faces, et pour évider très bien le dessous du cochon. Bref, il l'a sculpté à part et il l'a rapporté, bien sûr. Autre assemblage du Saint-Antoine, la main droite, donc qui tient un tau, et ce tau est un attribut qui a été refait en 1930, donc il n'est pas d'origine, il remplace le tau d'origine, bien sûr. Et cette main que vous voyez ici est extrêmement belle, on dirait qu'elle est vivante, mais elle est rapportée, vous voyez, comme elle est sculptée, elle est rapportée, d'ailleurs il y a un petit morceau de doigt ici qui est rapporté et collé dès l'origine aussi, grâce à une cheville qui est encore conservée, on a toujours, qui se logeait ici dans le poignet, ici, on la voit ici d'ailleurs, voilà, et qui retient la main droite du saint, alors que la main gauche est solidaire du bloc principal. Au revers de la tête, c'est très intéressant de voir à la fois l'ébauche du bois, l'ébauche, vous voyez que la sculpture sur la face et les profils est très aboutie, la chevelure est extraordinairement sculptée. Au revers, le sculpteur s'est contenté de faire une ébauche à la gouge, il a sculpté simplement la chevelure comme ça, assez sommairement. Voilà. Et ensuite, ce qu'on remarque, c'est ce petit amas. Qu'est-ce que c'est ? En fait, ce sont des fibres végétales, peut-être comme du chanvre ou d'autres, on ne sait pas, on n'a pas fait d'analyse, ou bien des fibres animales, peut-être du crin de cheval, qui sont mêlées à de la colle, faire une sorte de tampon qui est appliqué sur la fente, la fissure,
qui préexistait donc dans le bois à l'origine au moment de la taille. Et ensuite, le polychromeur ou le peintre a peint sur ce petit amas de ce qu'on appelle filasse en général. Vous voyez donc qu'en observant les sculptures, c'est très intéressant toujours d'essayer de comprendre la succession des gestes du polychromeur, du sculpteur, etc. C'est très intéressant. On voit aussi ici, par exemple, que sur le bois, qui est à peine ébauché, donc on se trouve ici, repose une couche de préparation blanche, qui est une sorte d'apprêt que le peintre appliquait avant d'appliquer les couleurs et les feuilles métalliques. Vous voyez que cet apprêt n'est pas poli, il est appliqué comme ça en tamponnant le pinceau. Et sur cet apprêt, on voit ce rouge, ces couches rouges, qui est ce qu'on appelle le bol, qui est la couche qu'on met sous la feuille d'or. Et ce qui est amusant quand on regarde attentivement, c'est de voir que le polychromeur, ou le doreur, a commencé par appliquer une première couche. Vous voyez ici, on voit les traits de pinceau, les traces du pinceau. Une seconde couche de cette argile de bol et une troisième couche qui fait que la couleur est encore plus opaque, de façon à ce que la feuille d'or adhère vraiment très bien sur la sculpture. Donc tout cela m'amène à vous parler de la polychromie, qui est une polychromie en majeure partie d'origine sur tout le retable, donc du XVIe siècle. Et ça a été vraiment une découverte parce qu'on avait beaucoup de doutes. On pensait que cette polychromie avait peut-être été reprise au XVIIIe siècle et il n'en est rien. C'est bien la polychromie d'origine pour sa plus grande part. Alors cette polychromie, elle est très raffinée. Les mains, par exemple, et toutes les carnations sont liées à l'huile. Vous voyez cet aspect un peu satiné qu'elles ont. Et au passage, vous notez la beauté de cette main de Saint-Antoine, posée sur un livre bleu. Or, le bleu, en revanche, est très, très mat. Et ces contrastes étaient voulus. Il est lié à de la colle. C'est pourquoi il est un colle animal. C'est pourquoi il est très mat. Et c'est un bleu d'azurite. L'azurite étant un minéral qui était broyé et lié à la colle. Vous voyez le côté très saturé, très très bleu, très vif de ce bleu. Et vous voyez aussi ici, dans des petites usures, que ce bleu très vif que vous voyez en surface, ici on a vraiment la couleur d'origine, parfaitement conservée, repose sur une sous-couche bleu plus pâle. Et donc, c'était aussi, comment dire, un procédé très courant, mais assez raffiné. Les couleurs étaient appliquées en plusieurs couches superposées. Voici maintenant le lion de Saint-Jérôme, qui est entièrement doré. Mais vous voyez aussi que cet or n'est pas très, très brillant. Il est ce qu'on appelle mat. En fait, il est légèrement brillant, satiné, et il repose sur une sous-couche que l'on voit ici dans les usures, qui est ocrée et qui est une sous-couche à l'huile qu'on appelle une miction et qui permet de faire adhérer la feuille d'or. Et cet or mat du lion contraste avec d'autres zones. Ici, l'or du manteau de Saint-Antoine a été nettoyé, ce qui n'est pas le cas de cette partie-là. Donc, vous pouvez voir à quel point cet or est poli, brillant. Et comme vous avez pu le voir tout à l'heure, quand on a regardé le dos de cette sculpture, cet or, ces feuilles d'or sont appliquées sur une sous-couche rouge qu'on appelle bol, avant d'être brunies à l'agate. C'est pourquoi elles sont très brillantes. Voici le rinceau qui se trouve en haut dans le retable, pardon. Il est très impressionnant. Vous voyez cette découpe, c'est comme de la dentelle, quoi. Ajouré, donc ces rinceaux, au-dessus de Saint-Antoine, où l'or polit l'argent sur les fleurs indiquées ici,
par des flèches rouges dans les angles en partie haute. Ces feuilles d'argent ont pris en s'altérant un aspect très sombre. Aspect très sombre qu'on retrouve ici sur l'argent du trône, vous voyez, car cet argent n'a pas été revêtu d'un glacis très épais sans doute, et il s'est altéré. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que par mesure d'économie, l'argent n'a pas été appliqué sur toute cette partie. Pourquoi ? Parce qu'elle est masquée par le Saint Antoine quand il est assis sur son trône. Donc ça aussi, c'est un procédé très classique dans ces polychromies de la fin du Moyen-Âge, un procédé d'épargne des matériaux précieux. Autre technique relative à ces matériaux précieux, aux feuilles métalliques, on a aussi appliqué sur ces sculptures ce qu'on appelle de l'or parti, qui est ici. Ce sont des feuilles métalliques, d'ailleurs on en perçoit très bien les contours, vous voyez ici, qui sont faites d'une feuille d'or superposée sur une feuille d'argent. Et c'est une mesure d'économie, puisque là, à cet endroit-là, par exemple, le gant, la main de Saint-Augustin cache cette partie-là. Donc, au lieu de mettre de l'or pur, on a mis de l'or mêlé à de l'argent. Malheureusement, avec le temps, l'argent s'est sulfurisé, il a pris cette teinte sombre, et aujourd'hui, on le voit, alors qu'à la fin du Moyen-Âge, quand la polychromie a été faite, il avait le même éclat que l'or. On ne pouvait pas l'en distinguer. Particularité de la polychromie de ce retable, les glacis colorés, et qui sont à la fois surprenants parce qu'ils sont très très variés en couleurs et très bien conservés et très beaux. Voici à l'intérieur, sur le revers du manteau de Saint-Antoine, un glacis rouge orangé qui est absolument superbe, que je vous montrerai de nouveau tout à l'heure. Et sur sa robe, une autre technique typique du Moyen-Âge, les brocarts appliqués, autrefois entièrement dorés, pour évoquer l'extrême richesse du textile des vêtements. Vous en voyez ici un détail. On voit qu'ils sont très dégradés et lacunaires. Ce sont des décors en relief, imitant la texture d'une étoffe, obtenue par une technique élaborée de moulage, ici sous forme de plaques rectangulaires, vous voyez ici. Alors, on en voit les contours et il faut comprendre que ces plaques étaient moulées, obtenues dans un moule, séparément en atelier, puis dorées une fois appliquées sur la sculpture. En voici ici certains fragments qui sont très bien conservés. Et je vous montre maintenant cette photo du retable qui n'est pas prise par un photographe chevronné, mais qui a le mérite de montrer un peu l'état dans lequel se trouvaient les sculptures en 2017 quand on a commencé la restauration, avec très empoussiéré et assez altéré malgré les apparences. Alors, quelques étapes de la restauration. Voici Aubert Gérard, donc spécialiste du bois dont j'ai déjà parlé, qui est en train de démonter les sculptures. Il les descend du retable et ils sont plusieurs pour le faire. Là, c'est le Saint-Antoine qui a été pris en dernier et ça donne une idée de l'échelle des sculptures. Et voici la caisse vide, caisse qui date des années, donc comme je l'ai dit, 1930, avec quelques éléments quand même qui sont conservés et qui sont d'origine. Par exemple, ceci. Et puis, au-dessus de Saint-Antoine, de l'emplacement de Saint-Antoine, ces arcatures, ce réseau de nervures plutôt, cette sorte de voûte qui était à l'origine peinte en bleu et qui, comme elle est conservée, nous permet de savoir que
les dimensions de cette voûte et de ce compartiment au-dessus de Saint-Antoine sont bien conformes, probablement, à ce qu'elles étaient à l'origine. Donc après le démontage des sculptures, nous avons procédé au dépoussiérage. Vous voyez qu'il y en avait besoin. Et ce sont donc ce qu'on appelle des mesures de conservation. Dépoussiérage aussi, par exemple, ici, sur le bas de la robe de Saint-Antoine ou bien entre les doigts du gant de Saint-Augustin. Et la poussière, j'en profite pour le dire, n'est pas du tout anodine parce qu'elle retient l'humidité et elle favorise l'apparition des insectes xylophages et des champignons sur le bois. Donc, il est très important de retirer la poussière. Voici un groupe d'apôtres, un relief d'apôtres avant restauration. Donc, quand on voit la poussière, mais on a l'impression qu'il est assez bien conservé dans l'ensemble. Or, en vision proche, on se rend compte que la polychromie se soulève, vous voyez ici, et qu'il y a de nombreuses micro-fissures. On voit aussi, j'en profite, puisqu'il y a ce détail du visage de Saint Jean, pour vous montrer qu'ici, on voit que la polychromie était tombée, comme ici, mais plus anciennement, ce qui fait qu'elle a été déjà un peu repeinte. Donc cette polychromie non seulement se soulève un peu, on voit ces soulèvements, ces lacunes, mais en plus, elle a été un peu repeinte en partie. Je vous ai montré des micro-fissures sur les visages. À présent, je vous montre des lacunes beaucoup plus importantes, avec par endroits la polychromie qui était vraiment prête à tomber. Il fallait donc procéder à un refixage. Le refixage consiste à infiltrer entre la couche picturale et le bois un adhésif pour réappliquer la polychromie en surface. Donc, j'ai parlé du dépoussiérage, du refixage, qui sont des opérations, des interventions qui ont trait à la conservation, ce qu'on appelle, par opposition à la restauration, dont je vais parler bientôt. Et je vais prendre pour exemple les 5 reliefs de la Prédelle que vous avez sous les yeux, dont la restauration est terminée à présent et qui ont rejoint Colmar il y a presque un an, je crois. Je n'ai pas précisé que la restauration des sculptures, en effet, s'était faite au C2RMF, Centre de restauration, de recherche et de restauration des musées de France, et l'étude de la polychromie. Vous voyez ici, on se sert d'un très grand microscope. Il faut aussi avoir accès à toutes les phases des sculptures et pour ça, il faut pouvoir les manipuler librement, ce qui n'était pas possible dans la chapelle du musée à Colmar. Donc, nous avons dû renoncer à le faire sur place et les sculptures sont venues à Paris au C2RMF où il était plus facile de se livrer à cette étude de la polychromie. Donc, voici plusieurs tests de nettoyage. Vous voyez sur cette photo d'un relief d'apôtre, un test ici dont je vous montrera un détail tout à l'heure, là aussi, et ici, un test de nettoyage de la dorure sur bol, donc sur cette couche rouge d'ailleurs qu'on aperçoit ici, l'or très brillant qui réapparaît ici à droite une fois nettoyé. Donc tous ces tests sont soumis au comité qui les approuve ou qui nous demande de les pousser plus loin, etc. On peut avoir plusieurs niveaux de nettoyage. Voici un test sur la tunique de cet apôtre. Vous voyez à droite, très terne. C'est de l'argent revêtu de 2 couches de glacis vert, glacis au cuivre, qui sont très bien conservés. Et j'en profite pour vous montrer aussi sur le visage, sur le nez, comme il y avait beaucoup de lacunes, il y a des repeints un peu foncés. Je ne sais pas si vous les distinguez. En tout cas, voilà du glacis
vert sur argent, maintenant du glacis bleu sur argent, tout à fait spectaculaire, sur le chapeau de Saint-Jacques. Or, le glacis bleu sur argent est tout de même assez rare à la fin du Moyen-Âge. Et en voici un autre exemple, encore plus lumineux, absolument impressionnant. Et si l'on regarde cette surface, on peut comprendre la succession des couches de polychromie. Ici, la préparation blanche, vous voyez dans cette lacune où apparaît le bois, on voit la préparation blanche qui est posée sur le bois. Ensuite, on avait ce qu'on appelle le bol, cette couche rouge qui apparaît ici aussi dans les lacunes, sur laquelle étaient posées donc les feuilles d'argent. Et là-dessus, le peintre a commencé par appliquer une première couche. On voit les traits du pinceau verticalement avec le glacis bleu sur l'argent. Et ensuite, il est revenu en exécutant des sortes de rayures, toujours avec ce même glacis bleu. Donc, ça crée un motif de rayures assez étonnant. Et je dois dire qu'au début, pendant assez longtemps, comme le glacis bleu est très rare, à la fin du Moyen-Âge, j'avais écrit à plusieurs de mes collègues germaniques et ailleurs d'ailleurs aussi, en Suisse, aux États-Unis, pour leur demander s'ils avaient déjà vu des glacis bleus à cette période. Ils m'ont tous dit non, non. Les seuls glacis bleus qu'on ait vus, ce sont des glacis à base de bleu de Prusse. Or, ce pigment n'apparaît qu'au début du XVIIIe siècle. C'est une des raisons pour lesquelles nous pensions que la polychromie, dans son ensemble, la polychromie du retable datait du XVIIIe siècle. Et donc, nous avions demandé des analyses. Les analyses étaient très compliquées à faire sur ce glacis. Et il y a 2 ans, le laboratoire du C2RMF a réussi à avoir une réponse très nette. Donc, ce glacis n'est pas du tout un glacis de bleu de Prusse, c'est bien un glacis d'indigo. C'est tout de même assez rare d'autant plus que l'indigo a la réputation de s'affadir, de se ternir avec le temps. Or, vous voyez ici que c'est loin d'être le cas. Glacis bleu, glacis vert, nous venons de les voir. Maintenant, glacis rouge, par exemple, à l'intérieur du manteau de Saint-Antoine. Et vous voyez que sur la feuille d'argent, que vous devinez un peu, est appliquée d'abord une première couche de glacis jaune-orangé et dans les creux, comme pour les accentuer, un glacis rouge beaucoup plus vif. Ce qu'on voit très bien ici. Tout à fait spectaculaire. Et ce qui fait penser que la personne qui a... C'est plutôt une technique qui est courante en peinture. En sculpture, donc en 3 dimensions, on n'a en général pas recours à la polychromie pour accentuer les volumes ou les creux. Et ici, le fait qu'on trouve ces sortes d'ombrages dans les creux suggère que c'est peut-être un peintre qui a effectué cette polychromie. Voici une autre photo. Donc, vous avez ici la cordelette de Saint-Jérôme. C'est un détail de cette cordelette. Le vêtement de Saint-Jérôme est entièrement doré. Et cette cordelette, qui a presque l'aspect de l'or, elle est en fait argentée et elle est recouverte d'un glacis jaune avec un ombrage rouge. Ce que vous voyez ici. Exactement comme le manteau, mais c'est bien une volonté d'accentuer le creux qui devient un peu rouge. Et alors, un autre glacis vraiment tout à fait atypique sur cette polychromie, qui recouvre cette fois le vêtement, le manteau du donateur, Guy Gers. Celui-ci est le manteau revêtu d'argent, vous voyez ici, mais sur cet argent, nous avons un glacis violacé et l'analyse, on n'a pas réussi à savoir quel était le colorant qui a été employé parce qu'on n'a pas la référence de ce colorant pour ce glacis violet. C'est-à-dire que c'est tout de même assez peu courant. Donc, vous voyez une polychromie, mais tout à fait exceptionnelle sur ce retable. Vous voyez ici certains détails des glacis
Mais il y en a encore beaucoup d'autres et avec le nettoyage, ils vont apparaître de plus en plus éclatants. Je vais passer maintenant, là je vous ai montré les tests de nettoyage sur le glacis, sur les glacis. Je vais passer aux tests de nettoyage sur les carnations. Et les carnations étaient bien plus complexes à restaurer que ces glacis. Voici donc un relief d'apôtre, un autre. Vous voyez qu'il est en cours de nettoyage. En cours de nettoyage ici, la tunique, le visage et la chevelure de Saint Jean, le visage de Saint André et celui de Saint Pierre. Mais vous allez voir que l'état des mains, l'état des visages est très très variable et a posé plein de problèmes. Mais ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que chaque apôtre a une tonalité de carnation différente, et ça c'était tout à fait voulu par le peintre, et c'est très fréquent sur tous ces retables de la fin du Moyen-Âge. Commençons par Saint-André. Donc, en quoi consiste le nettoyage? On va prendre cette photo qui est moins floue tout à coup. Eh bien, vous voyez que le front, le dessus de la tête, excusez-moi, est vraiment très très sale et avec des salissures vraiment très incrustées et sur une couche polychrome mais très très soulevée. Alors que le restant du visage est simplement empoussiéré et un peu repeint dans les lacunes. Donc le nettoyage était, oui, ce que je voulais dire là, c'est que le nettoyage consistait non pas à nettoyer pour essayer de retrouver la polychromie dans l'état où elle a été faite au départ, mais c'est plutôt une recherche d'équilibre entre les surfaces très usées et les surfaces qui le sont moins. Sur Saint-Jean, la problématique est très différente puisque le voici avant nettoyage, donc il paraissait assez homogène, et en cours de nettoyage, on se rend bien compte que le nez a été repeint. C'est ce que je vous avais montré d'ailleurs tout à l'heure. Vous voyez, ces ombres un peu violacées correspondent à un repeint sur ce visage, alors qu'il y a des visages qui ne sont pas du tout repeints. De même, les mains, voici la main de cet apôtre, elles est plutôt en très bon état. Il y a quelques lacunes sur l'index, mais sinon, c'est la polychromie d'origine et elle est bien conservée et peu sale en fait. Sur ces deux mains, en revanche, on voit qu'il y a beaucoup de lacunes. La polychromie est très... On voit ici une sous-couche orangée qui apparaît parce que la polychromie d'origine est tombée. Et ce geste, d'ailleurs très intéressant et très beau, j'attire votre attention dessus, sur ce relief. Ici, une main dans un état terrible, puisque la polychromie d'origine, c'est ce rose, a pratiquement entièrement disparu, que la main a été repeinte et que le repeint est très lacunaire. On a dans de nombreux endroits le bois, ou bien la préparation, ou bien le repeint très sale. Bref, cette main est, vous voyez ici, dans un état catastrophique, alors que vu de loin, ça semblait tout à fait acceptable. Donc on a une grande diversité d'états de conservation. Voici la main que je viens vous montrer, qui était très lacunaire, très soulevée. Celle-ci, le gris, c'est la polychromie d'origine, mais elle a beaucoup, on voit d'ailleurs une veine ici qui est peinte, elle présente beaucoup de lacunes et on voit la couche sous-jacente un peu orangée en dessous, dans de nombreux endroits. Ici, on a la polychromie d'origine. Je ne sais pas pourquoi elle a été vernie et ce vernis a emprisonné beaucoup de salissures. Et puis, elle est très lacunaire aussi et on aperçoit toujours cette sous-couche orangée dessous. Ici, cette main présente 4 doigts en partie refaits et repeints, dont un qui est manquant. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand le doigt n'est pas d'origine? Et s'il n'est pas d'origine, il n'y a plus de polychromie sous
celle qu'il présente et qui est très sale. Voici un autre exemple du même genre, c'est-à-dire le pouce refait et repeint, mais vous voyez sans du tout de préoccupation pour imiter la polychromie d'origine, qui d'ailleurs est très lacunaire et qui se trouve sur le restant de la main. Et ici, c'est d'ailleurs la main du Christ qui est d'une très grande beauté aussi. Vous voyez le majeur en partie refait en tilleul, mais cette fois, le tilleul n'est pas repeint. Il est laissé bois nu. Donc, vous comprenez la diversité des problématiques. Et elle a atteint son paroxysme avec la main de Saint Jean, parce que sa main est repeinte en gris, comme vous voyez, un peu comme le nez, ou comme cette partie du visage. Et le problème, c'était, ça c'est pour sa main droite, sa main gauche que l'on voit ici et qui tient le calice, a conservé parfaitement sa polychromie d'origine et présente assez peu de lacunes. Il a donc fallu envisager d'enlever le repeint, et j'avais très peur qu'il n'y ait presque plus de polychromie dessous, mais on a eu beaucoup de chance. Vous voyez ici un test qu'on avait soumis au comité qui montre la polychromie d'origine sous cette surface. Et voici la main donc avec ce test, et après dégagement de la polychromie d'origine, qui est finalement relativement bien conservée, bien qu'on observe beaucoup la sous-couche dans les lacunes, qui est beige, orangé, et un peu de bois, mais vous voyez finalement que après traitement, les deux mains ont retrouvé une couleur rose tout à fait acceptable, et comme les gestes ont une importance absolument extraordinaire sur tous ces reliefs, c'était une importance capitale de retirer le repeint afin que les deux mains aient la même couleur, évidemment. Et on voit aussi ici très bien, les mains sont en accord avec les carnations de chaque personnage qui sont toutes différentes. J'en viens maintenant à vous parler des retouches. Voilà un visage avant restauration, un autre apôtre, avec quelques repeints aussi, et très localisés, beaucoup de soulèvements, etc. Ici, sur cette photo, la moitié du visage est nettoyée, donc les lacunes apparaissent en blanc. Vous voyez ici, cette lacune qu'on retrouve ici. Là, elle était repeinte, ici, elle apparaît en blanc, puisque c'est la préparation blanche qui apparaît. Et sur ce côté du visage, j'avais fait une proposition de retouche. Alors, une retouche beaucoup plus pâle que la polychromie d'origine pour que de près on puisse la repérer, puisqu'en sculpture, on retouche moins en général qu'en peinture, enfin de manière moins illusionniste. Et sur le nez, vous voyez, qui était très lacunaire, j'avais fait une retouche qui était à mi-chemin entre la couleur du bois et la couleur de la polychromie, de même qu'ici, sur le côté de la joue. Et cette proposition, en fait, a été soumise au comité qui a trouvé que ce n'était pas assez retouché. Et donc, j'ai repris ensuite cette retouche. Malheureusement, je n'ai pas de photo ici à vous montrer de après-traitement. Mais c'est tout ça pour vous dire que tout est discuté lors des réunions du comité et que tout le monde a son mot à dire. Il y a à la fois des gens du laboratoire du C2RMF, des scientifiques, des restaurateurs et des conservateurs, des historiens de l'art qui sont invités dans ce comité et que tout le monde discute, notamment des retouches. Sujet très délicat. Donc voici Saint-André avant restauration et ici, après nettoyage simplement, donc toutes les lacunes apparaissent très claires, il faut les retoucher. Donc le revoici donc après nettoyage et ici une proposition de retouche sur cette moitié du visage. Vous voyez qu'elles sont un peu plus claires que l'original et que c'est ce qu'on fait en sculpture en général. Elles ont été effectuées à l'aquarelle. Un autre exemple de retouche sur cette belle tête de l'un des apôtres. Quelques repeints ici, beaucoup de lacunes, comme vous voyez celle-ci. Et là, il a suffi de mettre un peu d'aquarelle très transparente sur cette lacune pour rétablir l'unité du visage.
Et c'est ce qui a été fait ailleurs, ici, etc. Et il suffit vraiment de mettre quelque chose, c'est plus clair, plus pâle que le restant des carnations, mais ça permet de retrouver une harmonie et de retrouver la lecture des volumes. Bon, évidemment, en peinture, c'est très différent puisqu'on n'a pas de volume sculpté. Il faut aller beaucoup plus loin dans la retouche. Voici un exemple, donc avant et après, le visage de ce très bel apôtre. Évidemment, malheureusement, les deux photos n'ont pas été prises dans les mêmes conditions d'éclairage, ce qui fait qu'on a une certaine disparité pour comparer. Donc, voici pour la restauration, ce qui était des exemples de la restauration. Et je vais maintenant parler de la suite sur les grandes sculptures du retable. Alors, ces grandes sculptures, excusez-moi, j'ai un peu perdu le fil, ces grandes sculptures, nous les avions nettoyées, refixées, et elles présentaient moins de problèmes de nettoyage sur les carnations que les apôtres. Et on se dit d'ailleurs que les apôtres, ils ont été davantage altérés, surtout les mains et les nez, les parties saillantes. C'est peut-être parce qu'ils se trouvaient dans la prédelle et que les gens, les fidèles, les touchaient. On ne sait pas, mais on se demande si ce n'est pas ça, parce que la polychromie est plus usée que sur les grandes sculptures. Les grandes sculptures présentaient en revanche la particularité d'avoir été repeintes sur des grandes surfaces, pas seulement des petites retouches comme les apôtres, mais là c'est vraiment une volonté de changer leur couleur. Et sur ce schéma, vous voyez l'emplacement des repeints très localisés, le manteau du donateur et sa robe, les sols de chacun des grands reliefs et la tunique de Saint Jérôme, ainsi que son chapeau. Alors en fait, ça c'est pour montrer les couleurs d'origine, mais vous allez les voir beaucoup mieux par la suite. Vert sur les sols, complètement masqué par une teinte rosée, argent avec glacis violet sur le vêtement du donateur, et sur le Saint-Antoine, uniquement le sol, tandis que sur le Saint-Jérôme, que vous ne voyez pas, la tunique ici est bleue. Mais vous allez le voir beaucoup mieux plus tard. Donc voici l'état avant restauration. Pourquoi a-t-on décidé de retirer ces repeints, qui sont quand même des témoins historiques d'un état du retable? Eh bien, le comité s'est réuni, a beaucoup discuté de cette question et a pris cette décision parce qu'il est très rare sur des sculptures d'avoir partout la polychromie d'origine, et c'était le cas ici, sauf sur ces parties-là. Donc, la tentation de retrouver la polychromie d'origine, ou en tout cas tous les témoins possibles de cette polychromie, l'a emporté. Et ce qu'on peut comprendre, parce que c'est aussi très important de retrouver cet ensemble de couleurs très vives, vous allez le voir, par rapport aux peintures qui, elles, évidemment, ne sont pas repeintes, présentent leur couleur d'origine, qui, elles, sont très vives, comme vous savez. Donc, c'était pour un moyen aussi de retrouver le lien avec les panneaux peints. Voici le premier test qui avait été soumis au comité pour Saint-Jérôme sur le sol ici. Vous voyez un détail de ce vert très vif sous le rose qu'on retire. Voilà un autre détail de la même sculpture avec ce vert qui apparaît quand on enlève le rose. Tout ce dégagement de la polychromie d'origine se fait sous loupe binoculaire et au microscope avec un tout petit scalpel. Voici en fait une stratigraphie faite au laboratoire du C2RMF où l'on vous comprend très bien ce qu'on retire. Ici, vous avez le bois, ici en deux, une couche d'encollage de colle animale appliquée sur le bois avant la préparation blanche, carbonate de calcium et colle animale. Donc ça, c'est l'après, la préparation blanche. Ensuite, en 4,
on a ce vert très vif que vous venez de voir sur les sols et qui est composé de malachite. Sur ce vert est appliqué un fin vernis glacis vert translucide que je vous montrerai et qu'on devine. Ça, c'est la polychromie d'origine. Et là-dessus, on voit d'autres couches. Une première couche un peu grise qui est un blanc de plomb avec quelques grains jaunes, vous voyez ici. Et ces grains jaunes, c'est du jaune de plomb et d'étain, pigment qui n'est pas utilisé très rarement, en fait, on ne le trouve pas après le XVIIIe siècle. Ce qui nous dit que le repeint est antérieur, enfin, ou contemporain du XVIIIe siècle, on pense qu'il n'est pas postérieur au XVIIIe siècle, très exactement. Et donc, sur cette couche grise est appliquée, toujours pour le repeint, et pour l'obtention de ce ton rose que vous voyez ici, un mélange de blanc de plomb, de laque rouge, avec un tout petit peu de vermine. Et là-dessus, une couche de vernis et de poussière. Donc, ce qu'on retire, c'est ces deux couches-là, surtout, et pour retrouver le glacis vert. Voici la progression du dégagement donc, de ce vert d'origine sur le Saint-Jérôme. Au passage, je vous montre cette surface avant nettoyage, c'est un témoin avant nettoyage. Et on voyait ici aussi une ancienne restauration de l'extrémité du pied qui n'est pas du tout bien mise en place et qui est démontée à l'heure actuelle. On le voit ici. Et voici donc tout le sol vert qui est réapparu. Voilà, sur la totalité du sol maintenant, c'est l'état actuel de la sculpture. Alors, ce que je voulais dire aussi, donc tout ça sous loupe binoculaire au scalpel. Et ce que je voulais dire, c'est que quand on fait ce genre d'intervention, on laisse toujours des témoins dans des recoins, par exemple, ici, ça va être dans un endroit comme ça, de surface avec le repeint qui est conservé. Donc, ce sont des témoins de l'état avant notre restauration pour que dans le futur, ils puissent comprendre et se livrer à des investigations sur ces restes. Au passage, je vous montre le Saint-Jérôme, la doublure en hermine de son vêtement avant nettoyage ici en cours. Il y a un détail qui montre que la polychromie des sculptures a sans doute été effectuée par un peintre parce qu'elle est vraiment d'une très grande qualité. Donc sur le Saint-Antoine, vous vous souvenez que le sol avait été repeint également avec une sorte de couche très mordorée, quelques feuilles d'or avec des rehauts de glacis vert et rouge, enfin une polychromie du XVIIIe siècle qui cherchait vraiment à masquer le vert qu'on aperçoit ici. Et la progression du travail, qui se fait aussi sous loupe binoculaire, bien sûr. Et voici l'état actuel du dégagement de ce vert d'origine extrêmement vif, plus vif encore presque que sur la photo. Pour vous donner une idée de la retouche, vous voyez que ce vert se dégage mais qu'il y a des usures, le bois apparaît dans les lacunes et surtout la préparation blanche. Et donc nous avons proposé lors du dernier comité ce type de retouche, de retoucher à l'aquarelle uniquement sur la préparation blanche et de laisser visible le bois dans les lacunes. Et en fait, toute l'unité de cette surface réapparaît, n'est pas du tout brisée. Voilà, donc c'est encore un état intermédiaire, puisque là, le vert est dégagé, le vert d'origine, mais sur cette sculpture, la polychromie est en cours de nettoyage actuellement. Sur le Saint-Jérôme, je vous avais dit que sa tunique avait été repeinte en rouge, vous voyez ici, et dans les lacunes, on apercevait, comme ici sur ce détail du poignet, un peu du bleu d'azurite qui apparaissait sous le rouge. Donc on a décidé de retirer le rouge puisqu'on retrouve la polychromie d'origine. Et voici une coupe stratigraphique
vous voyez ici le bois de la préparation blanche, une petite sous-couche sous le bleu noir, comme c'est souvent le cas, et le bleu d'azurite ici, et au-dessus du bleu azurite, le rouge du repin, qui est un mélange de vermillon avec un peu de minium peut-être. Voici la progression du travail. Malheureusement, vous ne voyez pas la totalité de l'image ici, je le regrette, mais vous voyez que ce bleu d'azurite est d'une vivacité extraordinaire et qu'il est extrêmement bien conservé. Enfin, il faut me croire. Tout est dégagé, il n'y a pratiquement pas de lacunes, sinon des toutes petites lacunes où la préparation blanche apparaît comme là. Et si au XVIIIe siècle, on a décidé de recouvrir ce bleu, on comprend maintenant que ce n'est pas du tout parce que cette couleur était altérée, puisqu'il est en très bon état, mais c'est vraiment pour un changement de goût ou un changement, parce qu'on n'acceptait pas en fait que ce bleu vif colore la tunique de Saint Jérôme qui est cardinal. Peut-être parce qu'on voulait qu'il soit habillé en rouge. Enfin, on ne sait pas du tout. Voici donc une vue du Saint Jérôme, toujours, et cette tunique réapparaît en haut, donc le col est bleu et va l'être entièrement. Et puis, on a également dégagé un peu un repin rouge, enfin la polychromie d'origine, en retirant ce repin rouge sur le bonnet qui se trouve sous le chapeau de Saint Jérôme. Sur le donateur, le voici avant traitement, vous voyez que la couche d'argent, enfin l'argenture avait été recouverte par une couche grise, très terne, sans doute parce que l'argent était altéré, là. Et en effet, nous avons retiré le repin, cette fois chimiquement, par des solvants. Et vous voyez que dans la partie basse, il y a des lacunes. Et voilà, vous devinez l'argent avec quelques rehauts violacés. Ça se devine plutôt, ça ne se voit pas vraiment. Mais sur cette, on le voit ici, ça c'est avec le repin. Après enlèvement du repin ici, et on voit dans les creux ce violacé qui recouvre l'argent. Donc vous voyez ici la préparation blanche, la couche d'argent qui a été appliquée sur la préparation blanche directement, sans l'intermédiaire ni d'un bol, cette argile rouge que je vous avais montré tout à l'heure, et qui est d'habitude toujours employée. Et là, sur la feuille d'argent, vous voyez cette couche violacée qui est ce glacis dont on ne connaît pas vraiment la composition du colorant. Peut-être un pourpre, mais on n'en est pas sûr. Alors ça, c'était pour le manteau du donateur, qui est maintenant argenté. Sa robe, qui apparaît ici, dans l'échancrure du manteau et qui est ici, alors elle est colorée, une espèce de rouge violacé, qui est obtenue par une superposition très complexe, en fait, et assez remarquable, d'azurite, toujours ce bleu très vif, recouvert d'une couche huileuse de blanc de plomb mêlé à des grains de lac, que vous voyez ici, grains de lac et quelques grains de vermillon. Donc ça, c'est le repin que nous retirons ici pour retrouver cette teinte qui laisse transparaître un peu le bleu d'azurite que vous voyez dans les lacunes. Et en regardant au musée d'Unterlinden ce panneau, qui est plus ancien que le retable auquel nous nous intéressons, puisqu'il est de la fin du XVe siècle, on voit le donateur, le prédécesseur donc de Guiguers, Jean d'Orlier, qui est justement habillé exactement de cette façon, avec un manteau gris, mais gris avec des nuances, et dans les fonds des plis plus foncés, bien sûr, et qui porte une tunique qui est exactement de la couleur de celle que je voudrais vous montrer là, mais c'est caché par cette étiquette du musée d'Unterlinden, et qui est ce
rougeâtre violacé que nous avons retrouvé dans la polychromie. Donc c'était vraiment le vêtement traditionnel du commandeur. Enfin voilà donc la poursuite de la restauration. Ah non, pardon, je vous ai montré ici le bleu donc, qui apparaît et le vert sur le sol du Saint-Antoine. Et la poursuite de la restauration elle est très active puisque tout doit être terminé, ces 3 grandes sculptures, la restauration doit être terminée fin juin. Donc nous sommes en pleine action. Voilà. Panchika Begri de Pape, qui est la directrice et conservateur en chef du musée de Unterlinden, a retrouvé dans les réserves ces fragments, certains très petits, d'autres un peu plus grands, qui ont sans doute appartenu au couronnement du retable. Et donc, ils doivent être restaurés. Et ça sera fait par contre à Vesoul, au centre de restauration de Vesoul. Voici un exemple d'un retable et je trouvais que c'était intéressant parce qu'on voit très bien que cette forme-là, qui a donc d'un fragment du couronnement, correspond exactement à celle-ci. Donc on voit bien que ces fragments appartenaient au couronnement du retable. Je vous montre une autre vue en cours du nettoyage des brocarts appliqués, donc qui sont très très fragiles et extrêmement lacunaires. Vous voyez ici, cette partie-là n'a pas encore été nettoyée. Là, c'est vraiment l'actualité. Cette partie-là non plus, mais tout le reste est nettoyé. On n'arrivera pas, évidemment, à retrouver l'aspect doré, mais l'aspect qui est perceptible aujourd'hui évoque quand même quelque chose, des motifs en relief et quelque chose d'assez raffiné. Voilà, j'en terminerai maintenant et en espérant que les sculptures retrouvent, grâce au vert très vif qui va apparaître ici une fois restauré, au bleu très vif, le lien chromatique avec les peintures. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Juliette. Je prends la parole juste pour vous dire, parce que c'est tout à fait aussi d'actualité. Aujourd'hui, une chimiste du Centre de recherche et de restauration des musées de France est venue faire des micro-prélèvements pour essayer de montrer les liens entre la polychromie des sculptures et la couche picturale des panneaux peints. Donc, pour, à travers l'analyse chimique, essayer de faire ce lien-là. Et de la même manière, je ne sais pas si vous vous souvenez de la diapositive montrée par Juliette où elle vous montrait le revers de la tête de Saint-Antoine en vous disant qu'il y avait de la fibre ou de la filasse. Et en fait, cette chimiste est venue faire des prélèvements aussi de ces éléments que l'on trouve, par exemple, à l'arrière du panneau de Saint-Antoine et de Saint-Sébastien pour renforcer la structure qui est à l'arrière des panneaux. Et aussi, je lui ai confié des éléments pris par le restaurateur Aubert Gérard lorsqu'il a démonté les équerres métalliques qui maintiennent les panneaux peints, qui maintenaient les panneaux peints à la caisse, qui renforçaient la structure des panneaux peints. Et pour tenir ces équerres métalliques à l'intérieur des panneaux, il y avait aussi cette présence de fibres. Et donc, on peut faire analyser cette fibre. Je t'interromps parce que en fait, ça fait combien là, si j'ai encore un tout petit peu de temps, j'avais prévu de montrer ça justement, mais je ne sais pas si j'ai encore le temps. Les personnes montre juste très très rapidement cette filasse justement, ce qu'on appelle filasse, parce que comme je vous l'ai dit, les panneaux et les sculptures sont en tilleul, et ici on a la consolidation de la crucifixion, donc des panneaux avec ces fibres qui sont probablement identiques à celles qu'on a au dos des éléments sculptés. C'est exactement ce que montrait Panchika. Voilà, donc là, les prélèvements ont été faits aujourd'hui, ils vont être analysés pour connaître l'origine de cette fibre. Voilà, origine animale ou végétale. Suivez, est-ce qu'il y avait des questions?
Oui, tout à fait. Plusieurs questions, parce que en effet, une conférence passionnante. Une question d'un de nos participants. Les différences stylistiques entre les statues, donc les petits éléments, apportent-elles des éléments de réponse sur les divergences dans les traces laissées par les étaux? Oui, comme je le disais, en fait, on ne sait pas quel était le fonctionnement au sein des ateliers. Si on suppose que chaque sculpteur avait son établi avec son étau, on peut supposer alors que le Christ, par exemple, de la Prédelle, n'a pas été sculpté par le même artiste que les reliefs des apôtres ou bien que les grandes sculptures, parce que les grandes sculptures n'ont pas ces traces d'étau avec les 3 cavités en amande. Mais comme on ne sait pas si les sculpteurs changeaient d'établi, on ne peut pas répondre à la question. Et stylistiquement, je vais laisser Panchika Begri répondre sur les différences stylistiques effectivement qui ont déjà été notées entre le Christ et les reliefs d'apôtres. Alors, c'est vrai que dans les publications que l'on a pu faire sur le retable d'Isenheim, et en particulier la dernière sur l'exposition sur la jeunesse du retable en 2007-2008, j'avais travaillé sur les sculptures et par précaution, j'avais attribué toutes les sculptures à Nicolas de Haguenau et son atelier, puisqu'on sait évidemment que ce n'est pas Nicolas de Haguenau tout seul qui a sculpté toutes les 9 sculptures du retable d'Isenheim. Mais je crois que même sans être historien de l'art, une personne qui voit le Christ et qui voit à côté les reliefs des apôtres voit vraiment la différence de qualité dans le modelé, ne serait-ce que le visage. Par exemple, je vois le Christ avec ses petites poches sous les yeux, le modelé de ses pommettes relativement saillantes. Enfin, cette expressivité qu'il peut avoir, on sent bien qu'il y a une autre maîtrise que celle du ou des sculpteurs qui ont sculpté les reliefs. Donc là, ça correspondrait assez bien. Le fait que les traces soient différentes, ça correspondrait assez bien. Le traitement des mains aussi est différent. Ah oui, oui. C'est vrai le traitement sculpté des mains, extraordinaire sur le Christ extraordinaire, et les grandes sculptures. Ouais. Mais et je trouve que les traces matérielles sont toujours des éléments. Pendant longtemps, on les a un peu oubliés. C'est grâce à vous, les restaurateurs, qu'aujourd'hui, les historiens de l'art font attention à ces éléments-là. Et je pense en particulier à Sophie Guyot de Sudeiro, qui est conservatrice aujourd'hui honoraire au musée du Louvre, mais qui a beaucoup travaillé sur ces éléments. Et je me souviendrai toujours, en fait, elle a réussi à prouver, elle avait déjà prouvé stylistiquement que 2 reliefs, l'un étant à Autun, en France et l'autre étant à Karlsruhe, provenaient d'un même atelier, et elle a confirmé la chose en prouvant que dans les deux, on voyait la même trace du même outil qui était altéré. L'herminette de taille à l'arrière était altérée avec une encoche, et on retrouvait l'encoche dans la taille des 2 reliefs. Et ça, je trouve que c'est passionnant aussi de se dire que tout cela est complémentaire, et le travail stylistique de l'historien de l'art et le travail matériel des restaurateurs qui travaillent dessus. Merci. Nous avons aussi plusieurs questions sur votre métier. En effet, Juliette, en quoi consiste très précisément le nettoyage, se pose notre participant. Comment procédez-vous? On a bien compris qu'il y a des nettoyages mécaniques. Vous avez parlé aussi parfois de nettoyage chimique. Est-ce que vous voulez dire dégagement ou nettoyage? Dégagement de la polychromie d'origine ou nettoyage? Ce n'est pas la même chose en fait. Tout à fait. Alors peut-être reprendre ce qu'est un nettoyage, un refixage, une retouche, et très clairement, qu'est-ce que vous utilisez comme outil? Oui. Enfin, d'abord, le nettoyage, ça consiste à retirer des salissures ou à retirer des vernis encrassés en surface, comme en peinture. En revanche, ce qu'on a fait, ce que je vous ai montré en dernière partie, j'ai montré le nettoyage, par exemple, des vernis. Non, pardon. Le nettoyage des visages, le nettoyage des visages, des mains. Voilà, ça consistait à retirer les salissures. Et j'ai montré aussi le dégagement de la polychromie d'origine, par exemple, sur les sols verts. Et là, ça consiste, c'est tout à fait différent, à retirer une couche de polychromie qui est postérieure pour retrouver la couche de polychromie d'origine. Et pour ce faire, il y a plusieurs méthodes. D'abord, c'est toujours après une étude très approfondie
des examens au laboratoire, etc. Ça se fait sous loupe binoculaire. Ce microscope, vous avez vu l'une de mes collègues dans l'atelier qui regardait la sculpture avec ce microscope. Donc, on utilise ce microscope. Et ça se fait soit mécaniquement, c'est-à-dire avec un scalpel. C'est la méthode qui a été utilisée pour retrouver le vert du sol, c'est-à-dire que la couche d'origine verte, elle se sépare de la couche rose qui avait été appliquée dessus au XVIIIe siècle grâce à la lame du scalpel qu'on tient. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un dégagement mécanique. Mais il y a aussi un dégagement chimique, par exemple celui qu'on a fait sur la tunique du donateur. Elle était repeinte en noir, et pour retrouver le ton violacé, eh bien, on appliquait des solvants qu'on applique soit sous forme liquide, soit sous forme de gel. Donc pour ça, on fait beaucoup de tests avant, beaucoup d'essais, et on peut même utiliser des produits différents selon les zones, selon l'épaisseur des repeints. Donc je ne vais pas vous donner les produits ni les mélanges de produits, mais c'est juste pour comprendre la différence. Nettoyage, on retire des salissures, et dégagement d'une polychromie plus ancienne, on retire une couche de polychromie, soit chimiquement, soit au scalpel, toujours sous loupe binoculaire, mais ce retrait, il est définitif. Et c'est pour ça que j'ai insisté, enfin à un moment, j'ai évoqué les témoins que l'on laisse. On laisse toujours les surfaces de l'état avant nettoyage et de l'état avant dégagement pour que la postérité puisse apprécier l'intervention qui a été menée aujourd'hui. Voilà. J'ai eu la chance de pouvoir vous voir en action. Très concrètement, un nettoyage, ça consiste en quoi? Pour nos internautes qui n'ont peut-être pas eu la chance d'être auprès de vous et de vous observer pendant cette restauration. Écoutez, on a on a un petit bâtonnet dans la main, avec au bout du bâtonnet un petit coton, un peu comme les cotons-tiges, mais que l'on fait nous-mêmes. Et voilà, on trempe ce coton dans un solvant ou dans un produit que l'on applique sur la surface de l'œuvre. Et on ne frotte pas vigoureusement, on l'applique tout doucement, et ensuite, éventuellement, on recommence avec un produit de rinçage, ça dépend. Voilà. C'est très... ou alors, il y a des gels, mais c'est difficile à expliquer. Enfin, c'est toujours la même chose, on prend on en applique un peu sur la surface et on la retire. C'est très simple hein, comme outillage. On utilise peu d'outils en fait, pour la polychromie. On aura bien compris en effet que chaque action, chaque geste est longuement réfléchi en comité, en tant que professionnel. Ouais. Et comme d'ailleurs les ajouts que vous faites par la suite, oui, les retouches. Voilà, puisqu'elle est complètement réversible au cas où. Voilà, les retouches ou réintégration. En peinture, on parle plutôt de réintégration. Eh bien, c'est là où il y a, quand on a un manque, quand on a une lacune, eh bien, pour pas qu'elle heurte le regard, pour éviter qu'elle n'attire l'œil, puisque sinon on n'apprécie pas le volume, ça casse un peu la forme, eh bien, on va colorer cette lacune en prenant bien soin de ne pas déborder sur l'original. Et on le fait toujours avec un produit complètement réversible. Oui, bien sûr. Et ici, vous avez vu, on utilise l'aquarelle sur les sculptures. Donc, c'est très facile à enlever, comme chacun sait. Et en plus, comme la peinture qui l'environne est souvent à l'huile, si on met de l'eau pour retirer nos retouches, ça n'a aucune importance. On est sûr que ça n'aura pas de conséquences sur la polychromie d'origine. Alors, j'aimerais finir par une très belle question, je trouve, posée par une participante. Alors, je me permets de donner son prénom. Géraldine pose une très belle question. Elle vous demande quelle a été la plus belle surprise que vous avez eue sur ce chantier. Et à l'inverse, la plus mauvaise surprise, là où vous avez dit non, zut, vraiment. Ben, je dirais, attendez, laissez-moi réfléchir, parce que c'est le genre de choses
Voilà, la plus belle surprise, en tout cas celle qui me vient à l'esprit maintenant, c'était... enfin, il y en a plein de belles surprises, hein, plein. Mais c'est par exemple l'état des glacis colorés, et notamment le glacis bleu que vous avez vu, et d'apprendre que comme je commençais à le penser d'après tout ce que j'avais observé, on ne savait toujours pas si c'était la polychromie d'origine ou non, et si ça avait été, comme je l'ai dit, du bleu de Prusse, cette polychromie aurait été du 18e, et c'était d'apprendre que c'était bien de l'indigo, comme je le pensais. Ça confirmait toutes mes hypothèses. Donc évidemment, j'étais ravie. Et je pense que là, c'est quand même un trait particulier de cette polychromie, la variété des glacis colorés. Et vous voyez, il y a même le glacis violet qui n'a pas pu être analysé, enfin identifié plutôt, parce que c'est très rare, parce qu'on n'a pas de référence. Eh bien, je trouve que c'est quand même extraordinaire. Voilà, cette variété, ces couleurs extraordinaires qui vont être rendues aux sculptures. Ça, c'est une chose. La mauvaise surprise, qu'est-ce que c'est? On n'est pas eu tellement, je dois dire. Je dirais, par exemple, les brocarts appliqués. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette surface sur la robe de Saint-Antoine, qui sont quand même dans un état assez triste, enfin, qui ont perdu leur or. Eh bien, effectivement, la restauration ne peut pas leur rendre leur éclat. Et ça, c'est un peu dommage, mais on ne peut rien faire. Voilà. Mais il n'y a pas beaucoup de mauvaises surprises. Hein. Ça a été d'abord une expérience extraordinaire, à la fois avec Panchika de Pape, qui a vraiment suivi nos travaux avec toute l'attention et toute la compréhension nécessaire, vraiment d'une manière remarquable, et toute l'équipe du comité, les gens du laboratoire aussi, qui sont encore au travail justement pour approfondir les analyses et les comparaisons entre les panneaux peints et les sculptures. Ça a été jusqu'à présent un chantier tout à fait exemplaire, je dirais. Voilà. Malgré l'ampleur de la tâche. Merci beaucoup, Juliette Lévy. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je crois que nous pouvons terminer cette séance et remercier encore, enfin je la remercie je pense en vos noms. Et quand je vois les conversations, je vois que vous étiez tous enfin, vraiment ravis par cette conférence et que c'était un très très bel échange. Donc je remercie vraiment Juliette et puis je vous donne rendez-vous le 10 juin à 18h30 et là ça sera les panneaux peints et les encadrements puisque c'est Anthony Pontabry, le mandataire du lot dédié aux panneaux peints, à la couche picturale et aux encadrements qui nous parlera de la restauration donc des panneaux peints. Merci à tous et puis très bonne fin de soirée. Merci, au revoir. Merci.